Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bébés d'abord. Je m'appelle Célia, je suis éducatrice de jeunes enfants et je souhaite vous offrir du contenu à destination des professionnels de la petite enfance, mais pas seulement. Si vous êtes intéressé par les sujets sur l'éducation, la parentalité, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on va commencer avec le thème de la motricité libre. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les structures petite enfance? Voilà. Alors, c'est quoi la motricité libre? Eh bien, tout simplement, la motricité libre, c'est le fait de laisser un bébé libre de ses mouvements, le fait de se mouvoir librement, d'expérimenter avec son corps, en étant le moins contraint possible, c'est-à-dire le moins souvent attaché dans un transat, par exemple, dans une poussette, évidemment, sur des temps d'éveil. Le fait de le laisser s'exprimer librement, ça va permettre au bébé de passer différentes étapes. Je vous glisserai un petit schéma qui vous montre ces différentes étapes-là. C'est-à-dire qu'en général, le bébé va commencer en étant allongé sur le dos. Ensuite, il va apprendre à se tourner sur les côtés, à être sur le ventre, à se mettre assis, à faire du quatre pattes, et finalement pour arriver à la position debout et ensuite à l'acquisition de la marche. Une autre notion très importante de cette motricité libre, c'est le fait de ne pas mettre un enfant dans une position qu'il n'a pas acquis par lui-même. C'est-à-dire qu'on va éviter de mettre un enfant, par exemple, dans la position assise. Je vais donner un exemple assez concret qu'on retrouve très souvent en structure petite enfance. C'est donc le cas d'un parent qui va arriver le matin et qui va vous dire « Ah, ça y est, mon bébé, il tient assis ». Alors, quand on est formé à cette motricité libre, on va pouvoir creuser un peu et demander du coup aux parents finalement, évidemment, je fais un petit disclaimer, mais c'est sans jugement, hein, c'est des exemples que je donne, mais moi ici mes vidéos c'est dans un but de prévention, donc je ne juge personne, hein, ni les parents, ni les professionnels, moi je suis juste là pour vous apporter en fait euh, mes connaissances et mes expériences. Donc du coup voilà, quand on creuse un petit peu et qu'on demande aux parents du coup, mais alors est-ce que votre bébé il s'assoit de lui-même ou c'est vous qui le mettez dans cette position? Très souvent les parents vont vous dire ah ben non non c'est nous on le cale sur le canapé ou par terre, on lui met des jeux autour et il se met assis. Donc en fait finalement il y a une grosse nuance entre le fait de laisser son bébé apprendre à s'asseoir de lui-même et le fait de mettre ce bébé dans cette position. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est grave? Bon, en soi, c'est pas très grave, mais ça a quand même des incidences et des conséquences finalement sur le corps, sur la posture de l'enfant. Et ce que ça crée aussi très souvent, c'est que ces bébés-là, finalement, du coup, qui sont assis trop tôt, finalement, ils découvrent la position verticale qu'ils apprécient énormément. Et s'ils sont très souvent dans cette position, eh bien, très souvent, on a affaire à des bébés qui ne souhaitent plus passer par la position au sol. Et donc, ça casse finalement ce schéma. Alors, il y a également la position debout qui peut aussi être un peu problématique parce que très souvent on retrouve aussi parfois des bébés qui sont mis debout dans des yupalas par exemple. Alors pour petit rappel, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais les yupalas sont interdits dans certains pays, comme le Canada. Alors pourquoi ils sont interdits? Ils sont interdits principalement parce ils sont dangereux. En fait, il y a eu beaucoup d'accidents domestiques, des bébés qui sont mis dans des yupalas et qui du coup sont à hauteur du plan de travail, donc qui attrapent une casserole et qui se sont brûlés. Il y a eu beaucoup de cas de bébés qui ont dévalé les escaliers. Voilà, donc c'est principalement pour ça qu'ils ont été interdits. Mais aujourd'hui, ils sont très décriés hein, par tous les professionnels, par les psychomotriciens, par les kinés. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, alors c'est dangereux, mais c'est aussi très mauvais pour la posture, pour la physiologie du corps du bébé, puisque souvent, en fait, ce sont des bébés qui sont encore pas en âge de tenir debout. Donc, mauvaise posture pour la colonne vertébrale, mauvaise posture au niveau des hanches. Des enfants qui passent beaucoup de temps parfois dans des yupalas. Moi, j'ai eu ce cas dans une structure où une petite fille qui passait beaucoup de temps dedans et qui, en fait, du coup, elle était toujours dans la pointe des pieds sur son yupala. Vous pourrez constater si vous regardez, si vous en avez chez vous ou si vous en avez dans vos structures, j'espère pas. Et s'il y en a vraiment, je, voilà, je vous conseille d'essayer de bannir les yupalas parce qu'ils ont vraiment rien de bon et que je pense qu'on peut trouver d'autres alternatives à ça.
voilà, vous pourrez constater que très souvent, certains bébés, selon la taille du Yupala et la taille du bébé, eh ben, ils sont sur la pointe des pieds. Donc des bébés qui vont passer beaucoup de temps dans un Yupala vont finir par marcher sur la pointe des pieds et donc ben, après il faut réapprendre au bébé à marcher correctement. Alors, si vous êtes professionnel de la petite enfance et que vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, c'est bien mignon, tout ça, la motricité libre, mais nous, dans nos structures, il y a trop de bébés dans la section des bébés, ils sont trop nombreux. Du coup, sur les moments d'accueil du matin, du soir, ou bien sur des moments de repas, on est bien obligé de mettre les enfants dans les transats. C'est aussi un moyen de les sécuriser. J'entends aussi ceux qui vont peut-être me dire oui, mais nous, on travaille avec des enfants d'âge différents, de l'interâge, et les grands font pas toujours trop attention aux petits, donc les transats c'est aussi sécurisant, ou en tout cas on peut pas les laisser au sol parce qu'il y a trop de risques, ça peut être dangereux. Euh, voilà, j'entends tout ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour permettre à ces bébés de passer plus de temps au sol? Bon, alors d'abord, si on est dans une structure et qu'on souhaite plus de motricité libre, on ne fait pas ça tout seul. On implique son équipe, on en parle en réunion. Voilà, vous pouvez vous servir de ce support. Euh, le changement, ça peut faire peur dans les équipes, donc on y va étape par étape. On ne décide pas du jour au lendemain de dire allez, on enlève tout, on veut plus de transat, plus rien, euh, et on met tous les bébés au sol. Non, on y va gentiment. Moi, je pense pas qu'il faut forcément bannir les transats. Il y a des bébés qui ont besoin aussi parfois d'être un peu contenus. Si vous êtes sur des grosses sections de bébés ou même de l'interâge où il y a beaucoup d'enfants en même temps, il y a des bébés qui vont pas toujours être à l'aise, donc des fois d'être un petit peu dans le transat, ça les rassure. Mais on évite que le bébé y passe trois quarts d'heure. Donc on va peut-être choisir des temps parfois où finalement vous n'avez pas beaucoup de bébés, il y en a beaucoup qui sont à la sieste, les repas sont passés, c'est calme. Et ben là, voilà, la priorité ça va être de dire ok, là il y a ces bébés-là, ils ont dormi, ils ont mangé. Bon, et ben on prend un petit temps, on se pose au sol, on installe des jouets, des petits hochets, des portiques d'éveil. Alors on essaye de choisir des portiques d'éveil qui sont pas trop chargés visuellement. On évite de mettre le portique d'éveil sous la tête vraiment de l'enfant parce que c'est pas du tout confortable. On va plutôt privilégier de mettre le portique sur un côté. Je vous glisserai une petite photo. Voilà, pour finalement inciter aussi le bébé à venir se tourner d'un côté ou d'un autre. Ensuite, ce qu'on peut faire, par exemple, sur un temps, comme j'expliquais tout à l'heure, sur un temps de repas. Bon, et ben voilà, on a mis un enfant, un bébé dans ce transat. Ce qu'on peut quand même faire pour éviter qu'il y passe tout peut-être son temps d'éveil et qu'ensuite après il aille à la sieste, ou même que des fois, ils y ont passé tellement de temps que finalement le bébé s'est endormi dans le transat. Pour éviter ça, on essaie d'être plus attentif peut-être en équipe. On regarde l'heure, on se dit ok, là il est midi 10. J'essaye de me dire qu'après le repas d'un autre bébé, au bout de 10 minutes, allez, je le sors de son transat, il aura digéré, et puis je lui propose un temps d'éveil au sol avec des jouets. Celles et ceux qui travaillent avec des groupes interâges, que ce soit en crèche, en MAM ou bien une assistante maternelle à son domicile qui va avoir des enfants d'âge différents, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on va essayer de créer un espace en fait dédié à ces bébés. Alors au domicile de l'assistante maternelle, ça va dépendre un peu du domicile, mais dans les structures, voilà, il vous suffit juste d'installer des tapis, d'avoir peut-être une barrière ou deux qui sont amovibles et de créer ce petit coin bébé qui peut être expliqué pour les plus grands. Soit voilà, vous dites aux enfants plus grands qui veulent se joindre dans ce coin-là, voilà, là c'est le coin des bébés, donc on vient calmement, voilà, on reste calme, ou bien vous faites le choix de dire bah non, ça c'est le coin réservé uniquement aux bébés, les plus grands n'y ont pas accès, ils ont le reste de l'espace. Alors ensuite, pour la question de savoir quoi dire à un parent voilà, qui vous dirait que son bébé tient assis et que du coup vous vous retrouvez en difficulté parce que ce bébé veut être tout le temps assis, qu'il a beaucoup de mal à rester en position allongée, ou pareil, un bébé qui a été beaucoup mis debout et qui du coup veut passer tout le temps du temps debout, mais finalement soit dans les bras en le tenant comme ça, voilà, et que ça vous met en difficulté et que c'est pas les valeurs que vous défendez dans votre structure ou bien en tant qu'assistante maternelle, eh ben, moi je vous conseillerais tout d'abord déjà de vous sentir légitime. N'oubliez pas que vous êtes professionnel de la petite enfance, vous avez été formé, vous avez des compétences. Et qu'en fait, ce qu'on remarque quand même aussi très souvent, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, c'est que parfois on ne se sent pas toujours légitime de dire aux parents. Parce qu'on n'a pas envie en fait de penser qu'on est dans du jugement,
voilà, ou qu'on est en train de leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien. Parce que non, en fait, les parents ne pensent pas faire mal quand ils mettent leur enfant assis. Finalement, ils sont contents de voir que leur bébé, bah, il est aussi content. Donc en fait, souvent en fait, c'est un manque d'information et de connaissances pour les parents. Et il faut garder à l'esprit que les parents, en règle générale, quand même, dans les structures ou même auprès des assistantes maternelles, ils vous font confiance. Ils vous font confiance, ils savent que c'est votre métier, que vous êtes formé. Donc en fait, ils se réfèrent à vous. Donc si vous leur dites rien finalement quand ce bébé, ils le mettent assis, euh, bah, eux, en fait, ils peuvent pas deviner. Ils peuvent pas deviner que ça n'est pas forcément très bon pour la physiologie de l'enfant. Ils savent pas forcément que bah, du coup, ça peut le, le contraindre par la suite. Parce que ce qu'on ne dit pas, mais c'est que quand on met souvent un bébé assis, vous pouvez peut-être constater que quand il ne sait pas le faire de lui-même, bah, du coup il se retrouve dans une position où finalement il est bloqué. Donc il a des jouets autour et il suffit qu'il ait voulu, il a pris un jouet, son jouet est parti un peu plus loin et il a envie d'aller le récupérer. Qu'est-ce qui se passe très souvent si vous pouvez essayer de faire cette observation euh, au travail, c'est de voir que bah, un bébé qui ne sait pas s'asseoir de lui-même, bon bah du coup il a été mis dans cette position et en fait il ne sait pas comment en sortir parce qu'il n'a pas su le faire de lui-même. Donc son jouet il est parti trop loin, il ne sait pas comment aller le chercher parce que bah, finalement il est bloqué. Donc voilà, mais tout ça en fait ça s'explique. Alors moi ce que je peux vous proposer d'abord c'est d'essayer de fonctionner avec des supports. Vous pouvez imprimer des affiches que je vous glisserai en barre d'infos, en description, des affiches qui vous montrent ce schéma justement. Voilà, ce schéma de le bébé va commencer à être allongé et puis voilà jusqu'à l'acquisition de la marche. Voilà, vous pouvez mettre ces affiches-là. Vous pouvez aussi faire de la prévention sur les Yupala. Si voilà, il y a beaucoup de parents qui achètent des Yupala en pensant que c'est génial, mais en fait c'est juste qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Je pense que les supports, vraiment, les affichages que vous pouvez mettre dans vos structures, dans vos sections de bébés, même à votre domicile si vous êtes assistante paternelle, ou bien vous pouvez leur donner le soir en disant ben voilà, moi j'ai été formée à la motricité libre, ou euh, j'ai appris ceci quand j'étais en formation, et donc voilà, il faut vous aider de vos connaissances, de vos compétences, et parfois les supports aident un petit peu. Juste petit point quand même sur le fait de garder à l'esprit que la motricité libre, le fait de laisser l'enfant donc se mouvoir, de passer par ces différentes étapes, ne veut pas forcément dire que le bébé va marcher plus vite. Ça, c'est faux, c'est une fausse croyance. C'est pas parce que voilà, on va le laisser se mouvoir, expérimenter son corps, qui va forcément marcher plus vite. Non, vous avez des bébés qui vont rester euh, à faire du quatre pattes pendant très longtemps. À l'inverse, vous allez avoir des bébés qui vont réussir très vite à se mettre debout avec des appuis et qui vont rester longtemps aussi avant de se lâcher. Voilà, donc ça ne veut pas forcément dire motricité libre n'est pas égal à mon bébé va marcher plus vite. Voilà, ça il faut le garder dans un coin de la tête euh, parce que c'est faux. Par contre, ce qu'on constate quand même, c'est que des enfants qui sont passés par toutes ces étapes, qui ont voilà, eu accès à beaucoup de motricité libre, c'est des enfants qui sont quand même souvent plus à l'aise dans leur corps, qui ont plus conscience de leur corps et plus confiance en termes de motricité. Pour terminer, j'expliquais en début de vidéo que pour moi, à mon sens, la motricité libre ne s'arrête pas à partir de l'acquisition de la marche. Elle continue bien après cette acquisition de la marche et surtout au niveau des discours qu'on peut avoir. Je pense que vous avez tous au moins une fois entendu cette phrase ou prononcé ces mots de dire à un enfant attention, monte pas là-dessus, tu vas tomber, attention, fais pas ça, tu vas te faire mal. Je pense qu'on l'a tous déjà entendu. Pareil, hein, je ne juge pas ces propos. J'ai moi-même dit ces phrases voilà, quand je travaillais à l'époque. Ça m'est arrivé quoi, de sortir cette phrase. Et bon, qu'est-ce qui se passe en fait dans cette phrase? On est là encore dans des phrases qui sont assez dévalorisantes pour l'enfant, c'est-à-dire qu'on lui fait vraiment pas confiance, que forcément il va tomber. Alors évidemment, il faut évaluer le danger. Effectivement, voilà, vous êtes en structure d'accueil, c'est pas vos enfants, vous n'avez pas envie de les rendre amochés à la fin de la journée. Donc on évalue le danger aussi, on se dit, ok, est-ce que là il y a vraiment un danger ou est-ce que c'est moi en tant qu'adulte, c'est une peur que j'ai, une flemme aussi parfois parce que j'ai pas trop envie de rester derrière à attendre que l'enfant essaye d'expérimenter le mur d'escalade ou autre.
Voilà, c'est se poser cette question-là. Et si finalement, alors s'il y a un vrai danger, bon bah, évidemment, on l'explique à l'enfant, on dit écoute, là c'est dangereux, il y a un réel danger, je ne peux pas te laisser monter. S'il n'y en a pas, eh ben voilà, on essaye plutôt d'être dans des encouragements, de dire à l'enfant ok, oui, je vois bien que tu veux monter là, bon bah vas-y, je te fais confiance, je me mets derrière au cas où, je suis là. Un autre exemple qu'on retrouve très souvent dans les structures petite enfance, c'est celui du toboggan. Je prends cet exemple parce que je pense qu'il est assez parlant pour les professionnels. Celui, vous savez, où donc vous avez un enfant qui monte au toboggan et puis qui finalement, une fois qu'il est descendu, veut remonter par la pente glissante. Et là, très souvent, on entend les professionnels dire non, on remonte pas par là, c'est pas par là qu'on monte, il faut prendre des escaliers, c'est n'importe quoi, on monte pas par là, on monte pas dans ce sens-là. Il y a un sens. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est sûr que si vous êtes dans une structure où vous avez 10 enfants à ce moment-là qui sont au toboggan et que vous en avez un qui veut monter par la pente et un qui veut descendre, bon, bah là ça pose problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est pas compliqué. On dit à l'enfant qui est en train d'essayer de monter, bah écoute, là tu peux pas monter, reprends les escaliers, tu vois, il y a tel enfant qui attend et qui voudrait descendre. Voilà, mais sinon finalement, est-ce qu'il y a un réel danger? Est-ce qu'il y a vraiment un sens? Qu'est-ce que s'il est seul l'enfant à ce moment-là, si je sais pas, vous êtes à votre domicile, vous êtes assistante maternelle et que vous avez qu'un seul enfant à ce moment-là qui est sur le toboggan. Euh, Bah, finalement, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a un réel danger pour l'enfant? Est-ce qu'il peut se faire mal? Alors, c'est sûr, s'il a sur un toboggan de l'extrême, bon, peut-être qu'il y a un danger. Mais sinon, qu'est-ce qui va se passer pour l'enfant? Eh bien, il va expérimenter, il va voir, il va se tenir sur les côtés, il va voir que ça glisse, c'est rigolo. Soit il va réussir à remonter, il sera fier de lui. Soit il n'y arrive pas, il essaye une fois, deux fois, il retombe, il glisse. Bon, ben voilà, ça l'aura fait rigoler. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il a envie de refaire du toboggan normalement. Donc, il sait très bien qu'il faut qu'il prenne les escaliers, ils le savent. Je pense que voilà, si vous regardez cette vidéo en tant que professionnel de la petite enfance euh, et que vous cherchez en fait voilà, à avoir plus de moments de motricité libre, bah, ça en fait partie. Donc, voyez entre vous en équipe, parce que ça c'est important, quand on est nombreux, voilà, on est riche de toutes nos expériences, de tous nos bagages éducatifs que l'on a chacun. Fixez vos propres limites en fait en équipe pour avoir un peu plus de cohérence aussi pour les enfants, mais peut-être se poser les bonnes questions et se dire bah là quand il n'y a pas de danger, quand il n'y a pas d'enfants, d'autres enfants présents à ce moment-là, euh, pourquoi finalement les contraindre dans leur mouvement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et désolé si parfois j'ai regardé au mauvais endroit. Il faut un peu que je m'habitue. Allez, bonne journée!